Nous sommes place Gambetta et nous faisons un rassemblement pour alerter la population sur la situation des mineurs isolés, c'est-à-dire qui n'ont pas leur famille et qui sont en France, qui viennent de pays en guerre par exemple. Il y a des lycéens qui dorment dehors, qui dorment dans les gares, dans la rue, dans les bus de nuit, enfin bref, et ils vont à l'école le matin. Donc c'est ça la problématique aujourd'hui. On ne peut pas tolérer ça, des enfants qui sont à l'école, les laisser sans abri comme ça, c'est inacceptable. Ce sont des jeunes qui sont arrivés seuls en France. L'aide sociale à l'enfance ne les prend pas en charge, même lorsqu'ils sont mineurs, parce qu'avec les tests osseux, ils sont déclarés majeurs. Ils sont tous déclarés majeurs par test osseux. Et ceux qui sont jeunes majeurs, qui sont scolarisés, de toute façon, n'ont pas à être à la rue non plus. Les contrats jeunes majeurs, ça existe, et c'est jusqu'à 21 ans. Le grand scandale des tests osseux, dont on connaît le peu de fiabilité en plus, et on a des exemples où on vous dit vous êtes majeur, et quand on en refait un deuxième, on est mineur. Seulement le problème, c'est qu'après, il faut essayer de débrouiller tout ça. Et pour eux, c'est infernal et c'est vraiment extrêmement compliqué. On fait une radio des eaux. Et là, sur cette radio, on juge leur âge. Alors tous les médecins disent que c'est un truc mais, qui n'a jamais servi à ça et qui ne peut pas servir à ça. Il y a des médecins qui disent que c'est la honte de la profession, les médecins qui font ça, et qu'à aucun moment ça ne peut donner l'âge d'un jeune de toute façon. Avant, ils faisaient des tests osseux à des jeunes qui n'avaient pas de papier, qui n'avaient pas d'acte de naissance, mais maintenant ils les font même à ceux qui ont des actes de naissance et des actes de naissance qui ne sont pas contestés. Moi, ils m'ont déclaré majeur, du coup, je suis arrêté par la police, on a refait les tests. Le test dit que j'ai mineur, mais j'ai un problème parce qu'on a appelé l'ASE pour que la police les a conviés que je suis mineur. Mais ils m'ont demandé les résultats, je ne sais pas comment faire pour les récupérer, donc c'est dur. Qu'ils aient 16 ans, 17 ans ou 18 ans à moi, à partir du moment où ils sont scolarisés, ils doivent être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc ça veut dire aussi qu'on met en doute systématiquement les actes de naissance des jeunes qui viennent de l'étranger. À RESF, on suit ceux qui sont dans les lycées, parce qu'on les connaît parce qu'ils sont dans les lycées. Donc je veux dire qu'il y en a une dizaine dans le 19e, il y en a une dizaine dans le 20e, il y en a peut-être une cinquantaine dans Paris. La situation que nous vivons, c'est très difficile, donc, mais quoi que ce soit, on va tout faire pour essayer de sauver notre année déscolarisation, pour changer notre méthode de vie, donc pour gagner notre avenir. On ne peut certainement pas ignorer que si ces jeunes sont venus ici et qu'ils ont fait tellement de milliers de kilomètres pour venir nous voir, c'est qu'ils ont une raison. Mais la situation ne fait qu'empirer. Et alors là, les mineurs isolés à la rue et sans pouvoir bouffer parce que le lycée ferme l'été, là c'était quand même un peu un été vraiment épouvantable. Ça t'est arrivé toi de ne pas d'avoir à dormir dehors, j'allais dire Ouais, ça m'est arrivé pendant disons 1 an. Ils viennent tous les matins à l'école quand même et on sait qu'ils mangent où ils peuvent, ils sont un peu aidés par quelques associations, mais ils sont obligés de dormir dehors. Donc pour nous professeurs, c'est insupportable parce qu'on voit leur envie d'apprendre, on voit les progrès qu'ils font, mais on sait très bien qu'ils en feraient beaucoup plus s'ils avaient des conditions normales. Et on sait aussi qu'on est dans un pays normalement où les droits de l'homme et les droits de l'enfant sont respectés, et de voir tous les jours dans le cadre de son travail que ce n'est pas le cas, c'est très douloureux et on ne sait pas quoi leur dire. J'ai 17 ans. J'ai scolarisé à Paris 21, lycée Étienne Dolé. Par exemple, moi qui suis professeur, j'ai 2 élèves qui ont 16 ans, qui ont des papiers qui prouvent qu'ils ont 16 ans, qui sont venus tout seuls de leur pays et qui malheureusement dorment dans la rue. Avant, j'étais dehors, j'ai ri comme ça, j'étais mangé poubelle, tout ça comme ça. J'étais fatigué, trop même. Même je n'ai même pas la vie, j'ai pas de manger, rien. J'ai tout seul, j'ai pas de parents ici. J'étais comme ça. Maintenant, j'aime la France. C'est un enfant, les enfants doivent être protégés, c'est dans tous les textes.
et ne doivent pas être mis à la rue sous des prétextes fallacieux, d'autant plus que la loi stipule bien que les papiers doivent primer en cas de doute. Ils ont des papiers authentifiés, et malgré ça, ils sont obligés, alors qu'ils n'ont que 16 ans quand même, c'est vraiment des gamins, ils sont obligés de dormir dehors. Ce sont des mineurs et que les mineurs, ils n'ont pas à être dehors, doivent être pris en charge par les structures qui leur sont dédiées, et je trouve absolument scandaleux qu'on les mette dehors. J'en ai un qui est là depuis 2 ans dans cette situation. Maintenant, il connaît plus vraiment l'heure, les jours. Il vient à l'école parce que c'est son point d'ancrage, mais il voulait venir ce soir et il n'est pas là, et je ne peux pas lui en vouloir. Il est en train de perdre sa structure hyper-pied. Il s'est fait voler toutes ses affaires, dont ses papiers. Ceux qui sont jeunes, j'ai encore de l'espoir, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, de faire reconnaître leurs droits, leur droit à la protection tout simplement. Mais lui, ça fait des mois et des mois qu'il est à la rue, il va avoir bientôt 18 ans, sans que ça se soit arrangé. Et voilà, c'est désespérant, un tel gâchis, une telle volonté d'apprendre et de s'intégrer. Voilà. On dit on est tous des enfants d'immigrés, et c'est bien vrai, donc c'est complètement arbitraire même de les considérer comme des immigrés. Aujourd'hui, c'est dur, mais parce que je dis que ça va pour l'instant, parce qu'il y a des gens derrière qui s'occupent de nous, ils nous aident, ils nous donnent des conseils, ils font tout pour nous. On fait bien de faire un peu pression et de bouger là-dessus, parce qu'il est anormal que dans une ville comme Paris ou même ailleurs en France, les jeunes soient tout seuls. Donc il est temps que ça bouge. Donc c'est vrai que le rassemblement va permettre une mobilisation, et puis que les élus vont peut-être comprendre que maintenant il est temps de vraiment agir. Mademoiselle, est-ce que vous pensez que ça a du bon le réchauffement climatique quand on voit ce temps magnifique qu'on a aujourd'hui? Oui. Vous pensez que ça a du bon le réchauffement climatique quand on a ce temps-là, que vous êtes en t-shirt avec tous vos enfants? Non. Pas du tout. Je ne m'en préoccupe pas beaucoup. C'est pas bien, je sais. Vous trouvez pas que le réchauffement climatique ça a du bon quand on voit ce temps-là? C'est magnifique. Et c'est formidable le réchauffement climatique, parce qu'au moins on peut draguer même jusqu'en octobre. Écoutez, si ce n'était que ça, ce serait formidable. Non, je suis pas du tout contente du réchauffement climatique. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ici et maintenant, ça nous réjouit. Maintenant, à l'échelle du globe, je ne peux pas du tout le garantir. Ouais, je trouve ça un peu triste quand même qu'il n'y ait plus de saison. Il y a deux choses. Est-ce que c'est l'homme qui en est le principal responsable, ou est-ce que c'est un facteur parmi d'autres? C'est l'humain qui a tout tué, qui va à sa propre perte. Je vais vous dire. Dites-moi, madame. Pourvu qu'il y ait du soleil, je suis très bien. Et après, l'autre question, c'est de savoir si on peut agir et dans quelle proportion. Par exemple, quelqu'un comme moi pensait à des petites choses, des petits gestes, voilà, pour l'environnement. Voilà, moi je ferme mon robinet, si je n'ai pas besoin, je ne laisse pas couler l'eau. Si on arrête de manger des vaches et si on arrête de manger des animaux, peut-être que les choses iraient un petit peu mieux. Polluant comme ont pollué nos ancêtres, et c'est comme ça. Bon, une société individualiste pleine d'égoïstes. Ah oui, mais bon, on est tous un peu égoïstes quand même. Hein, quand même. Consommer, polluer, utiliser tout. Le gaz, tout. Gaz de schiste. Voilà, gaz de schiste pour qu'on puisse enfin draguer jusqu'en décembre. C'est un ensemble. C'est l'ensemble des gens de la planète qui doivent faire quelque chose. Moi, je viens de la Californie et on est super éco-conscient. J'aurais tendance à penser que c'est un changement qui ne dépend pas que de nous et qu'on peut agir à la marge. Il y en a qui disent aussi que c'est aussi la production de méthane qui produit le plus de gaz qui réchauffe la planète aujourd'hui. C'est pas forcément le CO2, et le méthane, c'est les vaches et c'est le caca de vache. À long terme, ça va être des catastrophes. À force de manger du bio et de se préserver, on m'aura guéri. Eh ben non, la solution c'est la croissance. Voilà, la croissance et l'emploi. Exactement. Voilà. Donc polluons, on créera des emplois. On ne va avoir que du soleil, de toute façon il ne va plus avoir de pluie. Le soleil, il va mourir. Si, on attend la voilà, mais bon, on dit on s'en fout, on ne sera pas là. Et on est droit dans le mur. Donc on se dit quoi maintenant, on fait quoi? Bon, j'ai trop bu, allez. Mais t'as raison. Mais picole! Le réchauffement climatique me donne envie de boire. Voilà. Ça réchauffe encore plus comme ça. Lutte les vocales, ciao!
Les militants de Greenpeace ont accroché une banderole sur laquelle on pouvait lire « La foire aux mauvaises affaires ». Parce que finalement le nucléaire pénalise l'industrie française et nous empêche de saisir les opportunités qui pourraient être liées aux énergies renouvelables par exemple. Quand le marché des renouvelables au niveau mondial explose, eh bien, le marché du nucléaire lui est en déclin. Ce salon prétend promouvoir des débouchés à l'export pour la France et au final on voit que c'est une impasse. Malheureusement, ça rappelle des souvenirs douloureux. C'est pour ça qu'on est là. Ben, ça me touche de très près même, parce que c'est la mémoire, c'est l'histoire, c'est le combat de nos parents qui continue aujourd'hui. Les jeunes, on ne leur a jamais parlé de ce qui s'est passé. Parce que tant qu'il n'y aura pas eu la reconnaissance d'une responsabilité d'un crime d'État, je veux dire d'une part il y a un devoir de se battre pour que ce crime soit reconnu, et d'autre part c'est aussi la transmission avec les générations qui aujourd'hui est importante. Et en plus il y a eu le massacre dans la préfecture de police. Aujourd'hui, on s'aperçoit avec les crimes racistes, avec l'islamophobie, avec les Arabes et les Noirs qui en prennent plein la pomme par les flics en général, on s'aperçoit que la guerre d'Algérie n'est pas terminée. En effet, quelque part, l'histoire coloniale se poursuit, le combat continue et la police a toujours dans sa tête ce combat et ce combat reste le nôtre pour nous, l'égalité, la liberté, la justice. Ah bon, mais la France, elle n'a jamais reconnu ces crimes. J'étais là en 60, en 61, j'étais là avec mon père. On était échappés, on n'a rien du tout nous. Il y a eu des témoins qui ont vu qu'on les jetait par-dessus bord. Et c'est comme ça qu'on a su cet endroit. Mais comme il y en avait à Agnières, il y en avait à Gennevilliers, il y en avait absolument partout. Vous savez, quoi vous dire? Qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise? J'ai vu des gens balancer par là. Je suis un survivant que grâce à Dieu, et donc c'est tout. Que dire de plus? Moi j'étais là, là-bas, là, de l'autre côté. Sur lequel là? J'étais et j'observais, je voyais des gens qui étaient balancés là. Moi j'étais ici, j'ai vu le groupement sur les marches de l'Opéra, énorme, très pacifique. Puis après avec des amis, on est venu vers le Rex, et là il y a eu des coups de feu aussi, mais je ne savais pas qu'il y avait de rassemblement sur le pont Saint-Michel. C'est seulement en rentrant chez moi que j'ai appris ce qui s'est passé. C'est une marche pacifique. Et d'après ce que j'ai lu, le FLN à l'époque a donné des instructions que les gens ne soient pas armés. C'est des enfants, c'est des femmes, c'est des vieux, et ils ne sont pas armés. Ils ne sont pas sortis pour faire la guerre, ils sont sortis pacifiquement pour dire non, non, non à la guerre d'Algérie. J'étais là, oui. J'étais sur les grands boulevards. Vous êtes fait pour chasser aussi? C'est-à-dire j'ai eu la chance qu'il y avait un couple française qui passait juste à côté du cinéma boulevard Strasbourg et quand, oui, alors quand il a vu la police courir derrière, il m'ouvre la porte, il m'a dit monte et couche-toi. J'ai monté, en France il a voulu me tuer, une Française m'a sauvé. C'est le hasard, c'est le destin. Si je suis ici, parce que j'ai des amis qui sont partis. Je viens chaque fois, le 17 octobre, je viens ici. C'est la police française qui a tué, et c'est la police française, et donc c'est la France qui est responsable. Et c'est de cela que nous devons porter comme combat, parce que c'est cela qui doit être reconnu. Un point, c'est tout. Nous, ce qu'on demande, c'est la reconnaissance de ce massacre, le reconnaître. On ne demande que ça, et on demande aux autorités françaises aussi d'éclaircir et de nous expliquer et de nous donner les archives pour nous, les jeunes Algériens, bien connaître notre histoire et voir notre avenir. C'est nous qu'ils ont été tués, assassinés. Par contre, c'est difficile de dire on va reconstruire dans un État qui ne reconnaît pas les crimes, qui ne reconnaît pas les criminels, tant qu'il n'y a pas de justice, tant qu'il n'y a pas de vérité établie, c'est difficile pour des jeunes de dire on va reconstruire en toute confiance. J'attendais beaucoup de choses de la part de M. Hollande, dans la mesure où il est venu pour sauver la France et son histoire. Il est venu pour le sauveur de la France. Moi président, moi président, moi président. On attend de lui qu'il nous donne les archives, nos archives. On ne demande pas l'impossible, nos archives. C'est vraiment, c'est pas facile. Pas facile. Ouais, c'est douloureux pour voir ça. Les matraques sur la tête, au Palais des Sports, aux Champs-Élysées. Le lendemain.
Quand les responsables ils ont commencé à faire le compte, il y en a qui manquent à l'appel. Ils ont manqué à l'appel jusqu'à maintenant. Ils ne manqueront à jamais. Mais ils sont partis. Mais l'Algérie, après son indépendance, l'Algérie, aujourd'hui, elle vit. Maintenant, Allah yarhamhum, ceux qui sont partis. Mais c'est pour cette raison, chaque 17 octobre, 2 jours ou 3 jours avant, j'ai des frissons. Et j'attends l'heure pour venir. Et maintenant, je suis venu. Je rentre chez moi, je vais dormir un peu. C'est-à-dire la conscience un peu tranquille. Allez, bonsoir. Albert Jacquard, on t'oubliera pas. Albert Jacquard, on t'oubliera pas. On est là pour célébrer la mémoire d'Albert Jacquard. Franchement, on ne peut pas laisser un nom de rue pareil. De quoi là? C'est pas pensable. Avec un logement social qui a été gagné, on appelle ça encore la rue de la Banque. Et la rue de la Banque, c'est là où il y a eu cette réquisition citoyenne hautement symbolique qui s'est autoproclamé ministère du droit au logement et qui maintenant d'ailleurs est devenu du logement social. Je pense qu'on va changer le nom de la rue. Eh ben moi je suis là pour que la rue de la Banque devienne la rue Albert Jacquard comme tout le monde. Changer ce nom-là, ça serait magnifique. C'est-à-dire que le droit au logement doit primer sur le droit de propriété et que contre les spéculateurs de la finance, de l'immobilier, contre cela, il y avait des hommes et des femmes, et dont un, Albert Jacquard, qui par son engagement pour faire respecter le droit au logement a permis à plein d'hommes et de femmes de retrouver leur dignité en se battant pour faire respecter ce droit au logement. Et moi je suis beaucoup émue parce que je trouve que c'était vraiment un être exceptionnel et ça m'étonnerait que si on peut imaginer qu'on va retrouver des gens comme lui, mais difficile. Et puis alors moi je dois dire quand même que j'étais absolument scandalisée au moment de ses obsèques de voir qu'aucun membre du gouvernement n'était là, ni même les gens des partis politiques, parce que le Front de gauche ils sont là, mais Albert, si j'ai bon souvenir, il avait appelé à voter Front de gauche. Il n'y avait pas une personne du Front de gauche des écolos qui était là. C'est un peu lamentable. Si, tu vois, regarde. Ouais, tu vois le truc là Les trucs quand même, comment ça les mettre là? Bon, d'abord, donc on fait l'inauguration, on baptise, on rebaptise. D'ailleurs, rue de la Banque, c'est pas un très joli nom. Non. Rue de la Banque, par les temps qui courent, c'est un peu honteux. Quand on sait que la banque, la banque n'est pas très efficace pour relancer notre économie. Le professeur Albert Jacquard, qui a été souvent dans cette rue. Et on entend encore sa voix ici nous dire l'humain avant l'économie, nous dire que le racisme est une pure invention de ceux qui refusent de reconnaître des êtres humains, que l'avenir est dans l'éducation et il faut former les enfants, les jeunes, et il faut leur apprendre à respecter la planète sur laquelle on vit. Alors moi, pour tout un tas de raisons, je ne veux pas réélire l'équipe de Delanoë, mais je ne veux pas élire une autre équipe non plus. Ça va être un vote nul, comme d'habitude. Mais Monsieur Delanoë, je vous prends au mot, les yeux dans la caméra. Si vous me faites le coup que la rue de la Banque devient la rue Albert Jacquard, je m'engage sur ce qui me reste d'honneur à voter pour votre équipe. La rue du professeur Jacquard, ça serait formidable, oui, ça serait vraiment un souvenir attendri parce que je l'aimais beaucoup. Et puis c'est vrai qu'il était tellement près de tout le monde, capable de dire des choses compliquées avec des mots simples. Puis je le revois encore venir ici, quoi. Ils ne sont pas si nombreux, les scientifiques engagés comme il l'était. Puis j'ai souvenir, la dernière fois qu'il est venu, ça devait être vers le mois de mars, quand on a fait la déambulation dans le quartier là, pour dénoncer les immeubles vides, on sentait qu'il était fatigué. Je vous propose d'observer une minute de silence en mémoire du professeur Albert Jacquard, donc fidèle soutien des sans, des mal logés, des sans-papiers et de toute l'humanité. De toute façon, un grand humaniste. Une petite minute de silence en sa mémoire. Merci.
Madame, on peut vous demander quel était votre rêve d'enfant quand vous étiez petite, vous vouliez faire quoi? Trapéziste. Astrophysicien. Je voulais être maîtresse. Agriculteur. Depuis l'âge de 5 ans, sculpteur. Être maîtresse et actrice. Oui, mais ça fait 2 rêves ça. Mais avant tout actrice. Et ça vous manque aujourd'hui de pas... Vous avez trouvé quelque chose qui se rapproche de la nature et de l'agriculture? Ouais, la photo. Ah, mais c'est bien, vous avez bien rebondi du coup. Bah voilà. Je voulais faire du cinéma quand j'étais petit. Et j'en fais pas aujourd'hui. Quand j'étais petite, j'aimais bien faire la prof pour mes frères et mes sœurs. Classique, infirmière ou institutrice. Avocat. Ouais. Et cuisinier. À la fois. Est-ce que c'est un rêve sur lequel vous êtes accroché longtemps et vous êtes parvenu à quelque chose aujourd'hui dans votre réalité? Non, après j'ai vu mes rêves à la baisse. Et vous êtes arrivé, vous êtes parvenu? Non. T'es arrivé à devenir sculpteur? Il paraît. Vous êtes devenue infirmière? Presque, mais en tout cas oui, je travaille dans le milieu médico-social. Aujourd'hui, tu es éducatrice? Pas du tout. Tu as quelque chose à voir avec l'éducation des enfants et tout ça? Même pas, je suis aide-soignante, ça n'a rien à voir. J'ai plus envie d'être du côté de l'ombre. Maintenant, enfin, du côté de la scène. Maintenant, je veux être du côté de l'ombre. La caméra? Voilà. Non, de l'autre côté. Je suis parvenu à devenir photographe. Je veux plus être sur scène. Je vais être dans la production théâtrale. Là, aujourd'hui, j'ai vendu mon restaurant, je suis retourné chez Orange. Je suis directeur marketing chez Orange. Je m'emmerde. Pour vous, c'était important de faire le métier dont vous rêviez quand vous étiez petit? Et c'est important, ouais. C'est important parce que quand on est petit, c'est nos bases. On n'est pas des personnes différentes tout au long de notre vie. J'en suis moins sûr maintenant. Je suis pas vraiment sûr qu'il faille faire de sa passion un métier. Dans ma vie, à tous ceux qui me posent la question, j'ai la chance d'avoir réalisé un rêve. Donc c'est une chance énorme. D'abord, je pense qu'on a plusieurs rêves dans la vie et que les rêves d'enfants ne sont pas toujours des rêves réalisables ou pas directement réalisables et qu'ils peuvent se transformer à la fois en autre chose, je continue, comme je vous dis, de regarder les planètes, à lire des revues d'astronomie, donc le rêve n'est pas perdu, au contraire, et il me nourrit aussi dans ma pensée d'architecte aujourd'hui. On vit dans un monde où la construction de sens, c'est pas vraiment ça, donc quand on arrive à se le construire soi-même, c'est vachement important. Mais en même temps, je me dis comment on peut supporter aujourd'hui la réalité qui est tellement dure si on n'a pas de rêve. Moi, j'en ai. Je crois à mes rêves, je crois aux rêves de tout le monde. Il y a d'autres rêves qui arrivent, qu'on glane en cours de route, des choses auxquelles on n'avait pas pensé, auxquelles on n'avait pas rêvé parce qu'on ignorait que ça existait. Boycott Israël! Boycott Israël! Boycott Israël! Boycott Israël! Aujourd'hui, c'est une journée de mobilisation et de convergence. On est place de la République à Paris. Nous sommes donc ici pour demander justice pour le peuple palestinien et un État tout de suite pour le peuple palestinien et des sanctions contre l'État colonial israélien. Israël! Boycott pour tous les produits qui viennent d'Israël et justice à la Palestine. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Quand je vois les centaines d'enfants qu'on a tués, toutes les destructions, c'est une prison à ciel ouvert. Les gens qui se réclament d'un certain humoriste, ami de Soral et de Le Pen qui a torturé nos parents en Algérie. Vous avez oublié? Parce que les gens de Dieudonné et Soral, c'est les mêmes c'est les amis de Le Pen. Et Le Pen, il faut qu'il se rappelle que le père Le Pen a torturé les Algériens pendant la colonisation. Le fascisme ne passera pas! Le fascisme ne passera pas! Le fascisme ne passera pas! Il n'y a pas de loi qui interdit la quenelle, donc je vois pas où est le souci en fait. D'ailleurs, je me sens tout plus proche d'un Dieudonné que d'un ami de Dieudonné le père, donc d'un Besancenot. Et c'est en tant que Belge que je parle. D'ailleurs, en Belgique, Dieudonné a été jugé comme étant pas antisémite. Donc en tant que bon Belge, voilà, je vois pas où est le souci. Voilà, nous, c'est un humour qui nous fait pas rire du tout. Dieudonné, peut-être qu'il fait rire. Je veux dire, voilà, il peut faire rire tout à chacun. Hein. Sauf que quand il serre la main de Le Pen, moi, je vois derrière Le Pen un sale type qui a été pour la guerre d'Algérie jusqu'au bout, pour l'OAS, et qui a torturé des femmes, des hommes, des enfants. Du tout, il est humoriste, il rigole sur toutes les religions. Il a même rigolé sur les musulmans, il a rigolé sur les catholiques, il a rigolé sur les juifs, et les communistes, tout. Et on voit vraiment qu'ici on ne peut pas parler de tout et on ne peut pas parler surtout des sionistes. Et ça dérange certains, mais moi personnellement et à beaucoup de gens, ça ne dérange pas. Et je pense que la liberté d'expression est un droit pour chacun.
L'agression contre Gaza a continué, nombreuses en France qui ont eu lieu pendant tout l'été. Moi, je suis pour la paix dans le monde et je suis contre les colonisations. Moi, en tant que Français, on a fait subir aux autres la colonisation. J'ai honte de mes ancêtres pour ça et je défendrai toujours un peuple opprimé. On ne lâchera rien tant que la Palestine n'aura pas retrouvé ses droits dans son intégralité, on ne lâchera rien. On va se faire une marche en colère. Marche en colère mais pacifique. Les droits des trans, c'est maintenant, mais c'est à nous aussi de faire bouger les choses. On est place Stalingrad à Paris et aujourd'hui c'est la 18e édition de l'Existrans qui est la marche des personnes trans et intersexes pour défendre leurs droits. C'est pour défendre nos droits en tant que personnes transgenres et aussi pour défendre les droits des personnes intersexes. Alors dans les mentalités ça évolue, dans le bon sens en général, par contre au niveau législatif ça nous paraît bloqué de chez bloqué et là ça devient urgent que ça change. On est toujours en train de mutiler les personnes intersexuées. Les personnes transgenres ne peuvent toujours pas faire leur changement d'état civil de façon libre et gratuite. La transphobie n'est toujours pas reconnue comme une agression au même titre que l'homophobie et le racisme. Et on réclame aussi la dépsychiatrisation et la démédicalisation de nos parcours transidentitaires. Ça reste vrai que les psys quand même font la loi quasiment partout. On a de la chance maintenant, on est professionnels de santé un petit peu plus sympa, mais ça reste vraiment compliqué. Alors la transsexualité, je vais mettre un petit point dessus, c'est un mot qui est inventé par les psychiatres. Nous préférons utiliser le terme de transgenre et de transidentité pour le parcours et pour notre état. Le troisième sexe a été inventé surtout pour les personnes qui ne se réclament d'aucun genre, ni de genre féminin ni de genre masculin, ou qui oscillent entre les deux, ce qu'on appelle les personnes de genre fluide. Pour les personnes trans, avoir un troisième sexe n'est pas forcément, troisième genre sur la carte d'identité n'est pas forcément une nécessité. On veut pouvoir exprimer soit le genre féminin ou masculin ou un troisième genre qui serait le genre neutre. Voilà. Disons que je me considère comme un garçon, mais c'est vrai que je peux rajouter l'option du fait que je suis transgenre car je ne suis pas née, on va dire, dans le bon genre et le bon sexe. Voilà. On fait souvent des confusions, notamment entre le sexe et le genre, alors que ce sont deux choses totalement différentes qui peuvent être totalement dépendantes l'une de l'autre, tout comme l'orientation sexuelle chez les personnes transgenres qui est tout aussi riche que chez les personnes hétérosexuelles ou homosexuelles. Après, il y a des gens, justement, ça va leur aller de ne pas aller jusqu'au bout, de ne pas faire la dernière opération, par exemple. Mais c'est vrai qu'on aimerait, comme justement on va faire aujourd'hui pour soutenir, pour le changement d'état civil, quoi. Si après il y a des personnes qui sont d'accord pour ne pas faire la transformation à fond, au moins qu'on soit reconnu sur la carte d'identité dans notre véritable... Bonjour le bocal d'abord. Bonjour. Bonjour. Moi je suis venu parce que je suis là, parce que je existe. I'm existe. Parce que quand on existe, on se vit. On vit et on se vit. En quoi quelqu'un dans son genre peut-il être un danger pour la société? Il y a des civilisations qui ont... Les Indiens ne se posaient pas la question. Les Indiens d'Amérique du Sud ne se posaient pas la question. La société a continué à vivre. Ces gens qui sont aussi opposés ont certainement une part d'eux à l'intérieur d'eux qui n'est pas très à l'aise. Et je pense que c'est ça. Je pense que pour beaucoup, ce sont des gens qui sont en souffrance d'identité et en souffrance de posture. Moi, concrètement, c'est au niveau des intersexes, plus particulièrement les mutilations enfantines, etc. Et voilà, sur l'hormonothérapie forcée de certains enfants intersexes. Voilà, donc on est là pour dire que c'est toujours présent en France. En France, le pays des droits de l'homme, donc c'est un petit peu paradoxal. Moi, je pense pas qu'on devrait voir la société d'une façon aussi genrée. Et ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que ça peut toucher tout le monde. Moi, je suis ni l'un ni l'autre et les deux. C'est ça. Comme les anges. Donc, je suis autant heureuse qu'aujourd'hui, où j'arrive à... Voilà, j'ai déconstruction de mon identité et de mon éducation et je le vis très très bien. Et voilà, c'est pour dire que c'est pas quelque chose de marginal. C'est vraiment, voilà, on est dans la vie de tous les jours. Merci. Et là pour dire quoi, toi aujourd'hui, pourquoi c'est important d'être là aujourd'hui selon toi? Pour montrer cette minorité qui est bien présente et qui est mal vue par la société. Parce qu'aujourd'hui, les personnes trans sont dans une situation inacceptable. En termes de droits, en termes de respect, de dignité, on est à la préhistoire. Et donc il est important aujourd'hui
de pouvoir exiger un changement d'état civil libre, simple, gratuit et de faire tout simplement respecter les droits humains. C'est une urgence absolue de ne laisser personne au bord de la route. Des pays comme le Danemark ou l'Argentine aujourd'hui ont fait le choix de mettre une législation qui permet aux personnes, sur simple demande, de pouvoir faire modifier son état civil. Et on en appelle à une législation aussi simple en France. Et pour moi, c'est très important d'être ici, justement parce que je pense qu'il faut se mobiliser, même si on n'est pas dans cette condition-là. Et faisant également partie de la communauté queer, pour moi, c'est important de mélanger les luttes. L'intersectionnalité des luttes est importante pour moi, et donc je suis là pour les soutenir et pour leur donner tout mon amour. Moi, je me situe dans un genre plutôt neutre, à vrai dire, donc tous les genres me vont. Moi, j'aime bien la fluidité des genres, en fait, et le fait de jouer justement avec les codes des genres, etc., ça me plaît. Cette manifestation, elle est surtout importante pour qu'on crée une nouvelle société qui va prendre en compte un peu toutes ces identités multiples et sans avoir besoin de mettre des étiquettes et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour être heureux, il faut être courageux dans ce monde. J'ai la chance d'avoir un travail qui accepte plus ou moins bien. Ça se passe quand même globalement bien, une famille où ça se passe plus ou moins bien. Un niveau culturel, intellectuel qui me permet d'avoir des armes pour me défendre. Un réseau amical, social. Il y a des gens, ils n'ont pas tout ça. Il y a des gens, ils sont déjà marginalisés pour d'autres raisons. Moi, j'estime que je me dois, parce que j'ai cette capacité-là, de me porter moi-même, c'est sûr, mais de aussi porter les autres pour effectivement faire que les gens soient moins malheureux, enfin moins stigmatisés, parce qu'effectivement, ce qui est dur dans la situation d'être trans, je parle pour moi et pour mes amis que je connais qui sont ici présentement, c'est pas d'être trans, c'est la société. En fait, il y a une phrase que j'aimerais bien citer qui dit finalement l'incongruité de ma situation, c'est pas ma situation qui est incongrue, c'est votre regard qui est incongru. Moi, c'est bien pour ça que je revendique à un moment donné cette liberté d'être soi. On peut être homme, on peut être femme, se sentir femme, être homme, se sentir femme, et on peut aussi se sentir ni l'un ni l'autre, les deux. Toutes les couleurs sont possibles dans l'arc-en-ciel. On ne peut pas, effectivement, nous, là, dans la rue, faire changer les lois, faire changer les mentalités, on essaye. Mais à un moment donné, le problème, il est qu'aujourd'hui, en France, dans beaucoup d'autres pays, ce qu'on appelle justement la non-binarité dérange. La non-binarité dérange parce que les cases rassurent. Les cases rassurent ceux qui rentrent dedans, mais agressent ceux qui n'y rentrent pas. Moi, c'est complètement absurde de m'identifier socialement en tant que fille, alors que absolument, dans ce que je représente, dans mes rôles sociaux, tous, je ne suis pas fille, je ne suis pas gars pour autant, je suis qui? Si j'ai pas le courage, moi, d'exister pour moi et de m'affirmer au monde, je suis personne pour personne. J'ai pas choisi. Mais t'as pas choisi du tout. On est bien d'accord. J'ai choisi qu'une seule chose, d'accepter d'être moi aujourd'hui. Intrinsèquement, le fait, sur le tard, d'avoir accepté de regarder cette part de moi que j'ai toujours eue, mais d'avoir accepté de la regarder et de sortir ma tête du sable, c'est une expérience difficile socialement, mais intimement parlant, dans son rapport à soi-même, dans son rapport au monde, dans son rapport à l'autre. C'est d'une richesse que, je pense, pas beaucoup de gens à un moment donné vivront ça. On avance petit à petit, mais là il va falloir que le gouvernement il avance aussi de son côté pour la reconnaissance des droits. Gouvernement, mais t'as vu ce gouvernement, franchement, Hollande, il devait prendre l'engagement de permettre le changement d'état civil libre et gratuit. Ils ne l'ont pas fait. Et résultat, t'as les fachos qui font des manifs, qui occupent le terrain et qui mènent la bataille culturelle. Et ces abrutis, là, ils sont en train de reculer et ils laissent le mouvement réactionnaire. Et résultat, t'as eu une recrudescence des violences transphobes. Non, c'est honteux, mais qu'on les dégage. Salut Télévocal. Comment ça va Télévocal? Bonjour aux téléspectateurs de Télévocal. Là on est au salon de l'autodestruction du monde. Et donc Vélorussion se devait d'être présent pour porter la voix cycliste contre le tout voiture. Il y a vraiment des voitures partout, des pics de pollution à n'en plus finir. La préfecture de police ne décrète jamais de circulation alternée alors qu'il faudrait. Il n'y a pas vraiment de lutte contre la pollution. Et la pollution, elle ne touche pas que les cyclistes, elle touche tous les Parisiens et Parisiennes. Il n'y a pas de miracle. À un moment, il faut réduire le besoin de se déplacer, en fait. Et ça touche à d'autres formes d'aménagement et une vraie politique de la ville.
comme au quotidien, on se déplace en vélo, on est nu et fragile dans le trafic, bah, on va le montrer par un petit geste de protestation symbolique. Le vélo, ça fait du bien au contraire. Ça fait du sport quotidien, de l'exercice physique pour s'entretenir. Il n'y a que du bon dans le vélo. Que je pue, que j'encombre, je suis dépensière bruyante, je tue les hommes après l'amour et je te plais toujours. Et c'est signé la voiture. Et ce qui est très drôle, c'est qu'ils appellent ça le salon du futur, alors que c'est le salon du passé, ils ont rien compris. Attends, mais veux voir, toi, t'as le plus beau, t'as le plus beau dos de la Vélorussion, quoi. Faut comme disait ma collègue, l'handicap se mesure en nombre de roues. En automobile, c'est pire. À vélo, c'est mieux, mais à mono, c'est parfait. Les gens, quand on leur parle de monocycle, ils pensent tout de suite au clown, etc. Maintenant, le monocycle sort vraiment des cirques pour envahir les rues. Auto à la casse, vélo à la place. Ouais, c'est parti pour de bon là. Allez, on y va. Ouais. Allez. À la casse, les vélos à la casse. Auto à la casse, les vélos à la casse. Auto à la casse, les vélos à la casse. L'auto à la casse, les vélos à la casse. Elle est bien, elle est super bien ton slip. Mais non, c'est une révolutionnaire, c'est liberté. C'est la première fois que tu fais ça, toi? Tout à fait. Enfin, c'est pas très flippant ce non, ça me gêne pas du tout. Non, personnellement, ça me gêne pas. C'est plus peut-être vis-à-vis de la législation. Ah ouais. Voilà. En plus, le message, il va avec, effectivement. À une époque où les médias sont omniprésents et ont besoin de quelque chose, on va dire, de sensationnel, pour y aller, c'est bien de faire un truc qui se remarque pour effectivement faire passer un message. Je lance un message. S'il y a un monocycliste, une monocycliste, je veux dire, veut chercher l'amour, je suis là, disponible pour elle. Me cry when you said goodbye. My tears feel like rain. Ain't not ashamed. You're the one to blame. Donc au bain-douche de Paris, en plein air. Donc c'est la nouvelle initiative de la mairie de Paris, donc que tout le monde prenne sa douche ensemble et c'est plutôt sympathique. Il y a eu le mariage pour tous, donc des plutôt ringards, et là on est plutôt dans le bain pour tous, parce qu'on est tous dans le même bain, mais certains l'oublient. Je sais pas où on va, je sais pas. Vous avez l'air un peu perdu. Ah, je suis complètement, je sais pas. Notre but c'est de privilégier le capitalisme, que ça rentre définitivement dans les mœurs. Mais c'est aussi de faire du capitalisme un art, et un art qui rapporte l'argent. La sécurité, vous? Oui, alors j'ai tout maîtrisé. Hein. S'il y a un petit problème, vous m'appelez parce que moi, directement avec le... Donc s'il y a un problème, d'abord on temporise. S'il y a un problème, on m'appelle et puis moi, parce que moi j'appelle et ils descendent et on règle le problème. Les subversifs et tout, je les vois, je les ai à l'œil. Les gouvernements européens ont trouvé une réponse à la crise, la chasse aux pauvres. En France, le gouvernement socialiste a déjà donné son agrément à une convention sur l'assurance chômage qui prévoit de faire 2 milliards d'euros d'économies sur le dos des chômeurs. En Italie, Matteo Renzi a concocté un Jobs Act qui impose la précarité comme norme sociale. En Belgique, des milliers de travailleurs hors emploi seront exclus du système d'allocation chômage au 1er janvier 2015. Tandis que la réforme du statut de l'artiste, toujours en Belgique, précarise le secteur de la culture. En Allemagne, la réforme du dispositif Hartz veut empêcher toute résistance contre l'arbitraire des décisions administratives.
Au Portugal, depuis les restrictions d'accès aux droits de 2011, 8 chômeurs sur 10 ne sont plus indemnisés. En Espagne, 92% des nouveaux emplois sont des boulots précaires et sous-payés. On sait comment une réforme de l'assurance chômage est un levier pour déréguler le marché du travail et provoquer une baisse de tous les salaires. Prenant prétexte de la crise pour reprocher aux pauvres de vivre au-dessus de leurs moyens, alors qu'eux-mêmes se livrent à une évasion fiscale massive, les oligarques dictent leurs lois selon un processus bien réglé. Campagne de stigmatisation, ils ne cherchent pas de travail, il faut les contrôler, suivi de mesures de baisse ou de suppression des allocations. Aujourd'hui, nous nous battons pour que tous les chômeurs soient indemnisés. Nous nous battons pour défendre le principe d'une assurance chômage mutualiste. Nous rappelons le droit de chacun à de vrais moyens d'existence. Nous voulons nous battre pour une autre société que celle de la pauvreté et de la précarité de masse. Nous voulons une solidarité permettant de vivre au présent et de penser le futur. Ce que nous défendons, nous le défendons pour tous. Merci. C'est beau ça. Donc aujourd'hui a lieu Rue Libre, 7e édition de la Journée internationale des arts de la rue. Et donc nous avions à cœur de remettre un temps d'échange pendant cette manifestation, parce que les arts de la rue, même s'ils sont la deuxième pratique culturelle des Français, restent la plus fragile. On a cette capacité à éveiller, à travailler en immersion sur des territoires. On est une des pratiques qui s'exporte le plus à l'international. Et donc toutes ces compétences-là qu'on pourrait longtemps détailler, qu'on pourrait faire grandir ensemble, il faut qu'on trouve aujourd'hui les moyens de les consolider. Et ces moyens, aux côtés de la Fédération nationale qui a élaboré un plan de développement, nous souhaitons, Fédération, porter plus particulièrement ce 1% travaux publics. Anne Hidalgo a pris l'engagement de dédier 1% des budgets des grandes opérations d'urbanisme à la création artistique. Donc, qu'est-ce que le 1% travaux publics? N'est-ce pas? Vous êtes tous intéressés? On va laisser la parole à notre nouveau directeur des affaires culturelles de la ville de Paris. Non, moi je ne vais pas vous faire d'annonce parce que vous savez très bien que les annonces, c'est les élus. Stop. Voilà, super. C'est les élus qui les font. Je me retrouve dans tout ce que vous avez dit, et quand je dis je me retrouve, la ville se retrouve. Il y a vraiment d'abord une volonté, et Anne Hidalgo l'a dit pendant toute la campagne, et Bruno Julliard le dit, de transversalité, d'ouverture, on casse les murs. Souvent, la culture est pas assez en partage. Les institutions peuvent faire peur, et on est dans le « bah ça c'est pas pour moi ». Et c'est ça qu'on veut casser. D'où le fait que l'espace urbain, l'espace public sont des lieux qui appartiennent à tous et la manière dont on les vit doit être nourrie par toutes les formes d'art. C'est pour ça que je voulais être là aujourd'hui. Mais ce 1%, c'est déjà la manière de montrer que dans chaque chantier, dans chaque projet qui intervient sur l'espace urbain, le rôle de l'art, de la culture, de la manière de faire vivre l'espace urbain est prise en considération au sein même des travaux. La thématique art de la rue, c'est la démocratie, c'est l'opposition et c'est un moyen de réduire cette difficulté qu'on a depuis une cinquantaine d'années. On parle de démocratisation culturelle depuis Malraux, rendre accessible au plus grand nombre les plus belles œuvres. On n'est pas là, on est dans la démocratie, c'est-à-dire que chacun, à partir de son parcours de vie, à partir de son regard sur le monde, de son histoire, participe à la vie culturelle. Paris, c'est la capitale ville-lumière, mais on parle aussi parfois de muséification de la ville et que justement, pour pas que cette ville devienne une ville trop embourgeoisée, une ville qui se défait de ses pauvres, qui se défait de ses jeunes, et justement que dans l'espace public, c'est là qu'on arrive encore à faire de la mixité. Ce 1% travaux publics pour la création en espace public, il répond à quelque chose qui est un manque de moyens.
Paris, il n'y a aucun... Effectivement, en venant ici, en relisant les documents qui m'ont été adressés, en écoutant à l'instant l'intervention qui vient d'être faite, c'est effectivement une interpellation très directe des élus, effectivement, sur ce 1% travaux publics. Tout projet d'aménagement public, de construction publique, doit être avant tout un dialogue ininterrompu entre, bien sûr, ceux qui portent le projet, la maîtrise d'ouvrage public, le maître d'œuvre, c'est-à-dire l'architecte, mais aussi, bien sûr, les usagers. Eh bien, j'ai souhaité que ce 1% soit inscrit dès la définition du projet, que ce soit un élément consubstantiel du projet architectural. Merci. Donc, voilà fidèle, comme chaque année, Patrick Bloch. Merci d'ailleurs à tous les élus qui sont là. Mesdames et messieurs, que cette belle manifestation reprenne, espérant que Paris voit se déployer des festivals, des saisons tout au long de l'année, comme nous le prônons et comme nous le proposons. Merci beaucoup. L'art ne fonctionne pas sans argent. On n'est pas des doux naïfs et des doux rêveurs. C'est pourquoi je parlais de la place de la culture dans l'économie, et on doit se battre pour démontrer que d'une part, la culture a besoin d'argent, mais qu'elle permet de développer des ressources. Et on est très content que des structures privées investissent aussi dans la culture. Ça montre, et c'est une validation de la place de la culture dans une société. Quand vous voyez ce que fait effectivement la Fondation Vuitton, mais il y a des tas d'autres fondations qui investissent dans la culture parce qu'elles considèrent, alors certes on n'est pas naïf, ça a des retombées en images, mais c'est aussi des choses qui sont durables pour de longs siècles. Et je vous préfère vous dire que la Fondation, d'abord elle reviendra à la collectivité, le lieu de Franck Gehry reviendra dans 50 ans ou 55 ans à la collectivité parisienne, et dans 100 ans ou dans 200 ans on oubliera si c'est public ou privé. Je pense qu'on est loin en France d'un basculement qui amènerait à ce qu'on passe d'un financement public de la culture à un financement privé comme ça existe outre-Atlantique. Bon, puis à partir du moment où en plus pour les 3 années qui viennent, fort heureusement, les crédits culturels seront stabilisés, inscrivons-nous donc dans cette dynamique, et je pense qu'aujourd'hui encore et dans les années à venir, le financement public de la culture sera l'élément moteur, que ce soit au niveau de l'État ou des collectivités territoriales. Monsieur Capitaine. Évidemment, mesdames et messieurs, vous avez complètement tous les droits. Si vous avez envie de l'applaudir, vous pouvez l'applaudir. Si vous avez envie de le huer, vous pouvez également le huer. Si vous avez envie de l'insulter... Capitaliste! Nous avons assassin de ce côté-là, c'est très bien. Vandale. Pourri! Vandale. Vendu! Escroc! Escroc! De ce côté-là, trou du cul. Trou du cul mieux. C'est bien, trou du cul. Bon boulot, merci. Profiteur. Nous pensons, mesdames et messieurs, que le meilleur système du monde est le système capitaliste. Messieurs, allez-y. Alors je sens bien que dans le public, les gens ne sont pas totalement convaincus de notre projet, Monsieur Capitaine. Je sens bien que ici, parmi nous, il y a des gens qui demandent un peu plus de sacrifice. Quoi que vous fassiez, mesdames et messieurs, nous le désirons. Quoi que vous mangiez, nous l'avons produit. Quoi que vous achetiez, nous l'avons déjà acheté avant vous. Mesdames et messieurs, il n'y a aucune liberté. Aujourd'hui, peut-être une. Doucement. Prends vraiment le temps. Savoure ce moment unique. Il te hait, ce visage. Oui, il te hait. Vas-y, monte. Monte. Monte là sur le tapis, merde. Attends. Attends la montée de Beethoven. Oh, arrête de nous filmer. Mets-toi de côté. Nous voulons bien être humiliés, mais pas à n'importe quel prix. Es-tu prêt, Anna? Maintenant!
jamais dit non à l'argent, moi. Pourquoi tu baisses ton pantalon alors? Je baisse mon pantalon pour ça, c'est parce que je me transforme. Oh là là. Allons, télé, bocal, canal 31, vous êtes fous quoi? Normalement, je suis mime, j'aurais pas parlé. Pas répété, donc avec sa répétition en live, moitié répète, moitié concert. C'est chouette, c'est sympa et voilà, j'adore les spectacles de rue parce que c'est très festif, c'est bien d'animer la rue, ça donne une ambiance, les gens se rencontrent. Beaucoup de bonheur, de l'animation sur la place de la République, c'est très bien. Bienvenue à la Grande Gaule. Je suis élue au suffrage universel, au suffrage unilatéral, à l'unanimité bien sûr. Et j'ai quelques habitants témoins avec moi, monsieur, madame. Donc grâce à Bouygues de Vinci, nous aurons effectivement beaucoup d'espace pour le rêve. Là, j'ai accès à plein de petits spectacles de rue avec des gens qui ont beaucoup de talent et tout ça formidable, vraiment. On va où? On va où? On va où là? Où on va là? Attends, je sais pas moi. Je trouve ça magnifique. C'est vivant, c'est très bien. La paix dans le monde, la paix dans le monde. Magnifique, messieurs, dames. Là, on enlève. Localisation. Merci, on est arrivé. Merci beaucoup. On est sur la place de la République. Au revoir. Vivons-nous pour être heureux? On devrait. Mais seulement les circonstances de la vie font qu'on n'est pas nécessairement heureux. Il faut qu'on vive pour être heureux. C'est ça le problème. Toute la question est là. Parce qu'on vit pour faire du pognon, mais on ne vit pas pour être heureux. On vit pour posséder, on vit pour dominer. Je ne vis que pour être heureuse. Nous vivons pour être heureux. Oh, il faudrait. Non, pour avoir beaucoup d'emmerdes. Les biens matériels, c'est rien. Ce qui est bien, c'est d'être heureuse déjà d'un rien. Se lever le matin, tiens, il fait beau, on est heureux. Oui, pour être heureux, cadre bien pas seulement heureux. Vivons-nous pour être heureux? C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question, ouais. Que... J'y pense, ouais. Ouais. J'y pense. C'est quelque chose d'important. C'est plus dans des différentes étapes de ma vie. Je me dis si j'arrive à passer ces paliers, je serai heureux. Mais le bonheur, c'est essentiel. C'est ça. On se lève et on dit que la vie est chouette, il y a bien pire ailleurs. Ben oui, c'est normal. On vit pour être heureux. Oh, il faudrait qu'on soit heureux, mais c'est compliqué. Je l'oublie de temps en temps, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est ça. C'est pas toujours facile, mais on essaye. On fait au mieux. Qu'est-ce que nous empêche d'être heureux, justement? Les deuils que vous pouvez avoir, les difficultés de travail pour les gens qui sont actuellement dans les milieux professionnels. Moi, je suis retraité, alors ça ne me concerne plus. Les malheurs l'emportent sur le bonheur au niveau de l'équilibre. On ne fait pas cet effort parce qu'on est pris par la vie quotidienne. Ça bloque un peu quand même. Hein. C'est difficile d'être heureux quand on a le souci de logement, d'argent, de travail. Ah oui, on oublie d'être heureux. On perd le fil. Ah oui. Oui, les petits soucis de la vie peuvent nous faire oublier d'être heureux, mais il faut essayer de surmonter. À mon niveau, pour le moment, non. Ce sera peut-être le cas plus tard quand j'aurai plus de responsabilités. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas ce souci. Voilà. On a reçu moins de claques. Voilà. Je me dis toujours quand je suis pas bien, il y a pire, donc ça fait avancer. C'est un peu de hasard, c'est un devoir et c'est une recherche. Il faut le rechercher, le bonheur. Il y a la vie, il y a l'espoir. Hein. C'est ça la vie. Hein. Il y a des beaux jours, il y a des mauvais jours. Il y a le soleil, il y a le mauvais temps. C'est ça, non? Il faut rester sur des bonheurs simples, des petits bonheurs. Bon, il ne faut pas lâcher le petit fil. Merci. On se retrouve devant l'hôtel de ville de Paris. On est lundi, on a appris il y a 2 jours, ou même hier, le décès de Rémi Fraisse, un jeune militant écologiste de 21 ans, qui était présent au grand rassemblement de samedi. Grand rassemblement qui a rassemblé 2 000 à 3 000 militants écologistes opposés au projet de barrage
du Chirins. Oui, bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux. Il faut savoir qu'on était plusieurs milliers de personnes sur le site donc de la ZAD du Testé ce week-end, qu'on était aussi quelques centaines sur une place à Gaillac hier soir. Et nous étions en très large majorité des militants pacifistes et Rémi faisait partie de ces gens-là. Je tiens vraiment à le redire. J'ai entendu un truc tout à l'heure complètement aberrant qui m'a foutu les boules, c'est que disait que Rémi c'était quelqu'un de marginal qui était venu pour casser. Alors ce que je voudrais dire c'est que ce soit le Larzac, que ce soit Notre-Dame-des-Landes ou que ce soit tous ces sites à défendre, les premiers qui répondent à l'appel, c'est les marginaux. Mais peu importe qui c'est. Les paysans de Larzac, ils avaient compris ça. Ils avaient dit, sur le coup, ils étaient en colère, ils disaient on ne veut pas de ces gens-là. Et puis finalement, ils avaient réalisé et ils se sont dit on a besoin de tout le monde. Et ils ont gagné le Larzac. Là, on a des jeunes qui défendent l'intérêt général et qui se font tuer par une police qui est aberrante. On demande la démission du préfet. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, ce projet avait été annoncé depuis très longtemps. Donc, ils auraient pu faire comme à Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire pas de présence policière. Parce que plus vous avez une présence policière, plus vous encouragez la violence. C'est un brin choquant, effectivement. Ouais. Et puis on voit bien qu'il y a des moyens complètement disproportionnés qui sont utilisés par la police. Notamment, là, il y a eu un harcèlement des policiers depuis 2 mois sur la zone à ZAD, quoi. Ouais, mais surtout, ça fait des semaines et des semaines qu'il y a une ultra-violence de la part des forces de l'ordre. Là, d'un seul coup, donc, il y a une mise en lumière parce qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait des médias, mais ça fait des semaines et des semaines que les zadistes qui sont là-bas s'en prennent plein la gueule. Voilà, une grenade perdue, malheureusement, ça fait un mort. Il y a quelques mois déjà, on avait eu un petit peu l'État qui mutilait à l'époque, qui enlevait des yeux à des gens et compagnie. Donc là, ça allait encore plus loin. Parce que cette violence, elle date pas de hier, elle date depuis des semaines et des semaines où il y a un harcèlement vis-à-vis de tous ces jeunes qui sont là pour défendre, si vous voulez, un territoire. Et en plus, aujourd'hui, on vient d'apprendre le rapport d'expertise commandé par la ministre Ségolène Royal qui dit que c'est un projet surdimensionné, qui était soi-disant pour 80 agriculteurs, maintenant c'est plus que pour 40. Il faut savoir qu'il y a des gens qui se battent depuis des semaines, des mois sur place et qui subissent tous les jours ces violences policières. Les violences policières sur place, c'est quoi? C'est saccager les affaires personnelles et les cages de bouffe. C'est expulser des gens dans des maisons non expulsables. C'est jeter des grenades à l'intérieur de caravanes. C'est traîner sur des mètres, voire des centaines de mètres, des gens par les cheveux. C'est tirer à tir tendu, que ce soit des flashballs, des grenades, donc des grenades de désencerclement, des grenades assourdissantes au milieu de gens pacifistes. Par rapport à la désinformation, moi effectivement l'article que j'ai vu sur Libé, c'est que les gendarmes ont trouvé le corps entre 2 et 3 heures du matin, que les affrontements s'étaient calmés vers 21 h. Moi j'ai une amie qui m'a dit non, ça a chauffé jusqu'à 4 heures du matin. Déjà, première désinformation, c'est hallucinant. L'étude qui est sortie aujourd'hui montre que ce barrage est disproportionné et qu'il y a un problème de financement. Donc c'est vraiment la fuite en avant. Et en plus, c'est pour développer la culture du maïs qui demande énormément d'eau, alors qu'on peut faire autre chose. C'est un moment dramatique, le décès d'un écologiste qui est vraiment pacifiste d'âme, qui est lui... Il est connu pour son engagement de défense de la nature. C'est quelqu'un qui était un étudiant en écologie. Il était militant de la FNE. C'est toujours. On voit très bien qu'il y a une bavure qui s'est passée par rapport à ça. Toutes les histoires qu'on pourrait raconter sur. Il y a eu de la violence, certes, mais lui, manifestement, il n'est pas du tout concerné par cette violence. Et c'est triste. C'est rare quand il y a des militants qui meurent comme ça sur des luttes écologiques. Donc, on a eu à Notre-Dame-des-Landes, il y a eu beaucoup d'actions, il n'y a pas eu, il y a eu des blessés, mais jamais à ce niveau-là. Nous sommes des militants pacifistes déterminés à lutter contre les grands projets inutiles et imposés comme il y en a partout, comme l'a été et comme l'est toujours Notre-Dame-des-Landes et comme l'est aujourd'hui le barrage de Sierre. Il y a eu son père qui a témoigné aujourd'hui dans ce sens-là. Il y a eu ses amis, il y a eu des gens sur place qui ont été au front, mais qui étaient au front aussi de manière pacifique, il faut le savoir. Comme à Nantes, comme dans plein d'endroits. Moi je sais qu'à Nantes, à février, j'étais au front, j'étais au devant des flics et pourtant j'étais pacifiste, les mains levées, avec les clowns activistes et compagnie, et on se prenait toutes les gaz lacrymaux et les grenades aussi. Et ça aurait pu être nous, ça aurait pu être n'importe qui. J'étais au Testet ce week-end et que
Je suis partie samedi dans l'après-midi et quand j'ai appris la nouvelle le lendemain, ça m'a tuée, enfin presque. On se fout pas mal de nos morts. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je gueule, c'est pas possible, on peut pas continuer à être seul avec notre deuil. C'est pareil, il y a eu provocation à partir du moment où le préfet s'était engagé à ce qu'il n'y ait pas de force policière, qu'ils étaient quand même au bout de la zone, là où a commencé en fait la déforestation et commencera le bétonnage en fait du barrage. C'était au bout de la zone, pourquoi quelque part? On peut se poser la question, c'est une manifestation pacifique, festive, ils avaient dit qu'ils ne seraient pas là, ils sont là. Est-ce que c'est pas pour attiser une nouvelle fois aussi les violences, en sachant que ça fait des semaines que certains vivent ces violences au quotidien? Je vous dis, de 6h du mat à 15h, des gaz lacrymaux dans la tête tout le temps, alors qu'on est en chaîne humaine. Complètement, et vu ce qu'ils nous balancent à la tête, que ce soit les lacrymaux encore, bon, ça fait mal aux yeux, mais on survit, mais j'ai vu des grenades explosives, non, c'était la guerre, j'avais vraiment l'impression d'être sur un champ de guerre. Et oui, il y avait aussi des enfants hier soir à Gaillac, et il n'y avait pas que voilà, des militants extrémistes comme on a voulu nous taxer. On s'aperçoit qu'on vit dans la répression, forcément c'est choquant, ça donne envie de se révolter, et des fois de manière qu'on dit violente, mais c'est pareil, je veux dire, les flics sont tellement protégés quoi, que je suis désolée, un caillou dans le bouclier, ça fait pas mal. Moi, à titre personnel, j'espère que cet événement désastreux juste nous donne envie d'être ensemble et de nous opposer fermement en fait. On voit que...